Au niveau du château et au niveau de la gare, on a eu un petit pic. Certaines illuminations seront maintenues chaque soir de l'année. Le spectacle du château, quant à lui, reste programmé jusqu'au 5 janvier. L'esprit de Noël souffle également sur le haras d'Ennebon dans le Morbihan. Cette année, le grand spectacle de Noël a pour titre L'Arbre aux 1000 légendes, avec à la baguette la compagnie hors série. Cet artiste et 19 chevaux vous embarquent sur la piste jusqu'au 4 janvier. Christelle Veillard et Philippe Péroux ont assisté à l'une des séances cet après-midi. Ils s'ébattent, font des tours avec leurs cavalières, ils ont fière allure, de la prestance. Dans une heure, un peu plus, ces chevaux feront leur entrée sous le chapiteau. Surtout les chauffants pour remettre le corps en route, pour qu'il soit chaud, pour après directement faire le spectacle. Parce qu'on enchaîne beaucoup de numéros, donc on les déchauffe tous. Après on les remet dans les box, et ensuite, quand c'est leur tour d'aller sur scène, on va les chercher et on les va. Comme ça, ils sont prêts. C'est un échauffement. Avec Maëlle, ils sont 7 artistes dans la compagnie hors série avec chacun leur domaine, jonglage, dressage, voltige, acrobatie, tout enlevé par C'est donc évidemment essentiel. C'est là que la fameuse métaphore du colibri prend tout son sens. C'est une métaphore désormais assez connue, qui repose sur cette idée que seuls nous pouvons nous sentir un peu impuissants par rapport à ces immenses enjeux. Et que si évidemment nous réussissons à nous unir et à agir, chaque colibri qui dépose une goutte d'eau va contribuer à éteindre les incendies. 12 millions de gouttes d'eau, c'est déjà plus du tout une goutte d'eau. Et on fera mieux que des gouttes d'eau. C'est pourquoi, devant les acteurs, j'ai dit nous ne sommes pas, nous n'avons d'ailleurs, je pense, jamais été, mais nous ne sommes pas un mammouth. Cette expression est désormais derrière nous. Nous sommes un peuple de colibris. Nous sommes la souplesse. Nous sommes la capacité à mobiliser les élèves pour des objectifs qui nous dépassent tous et qui sont essentiels pour l'avenir de l'humanité. Et donc cet engagement, nous allons le provoquer de manière extrêmement concrète. Là aussi, vous le voyez justement dans votre dossier. Je voudrais insister sur certains points. Il y aura 250 000 éco-délégués, autrement dit, un délégué par classe en France, au collège et au lycée. Cet éco-délégué contribuera à ce qu'il y ait des actions pour l'environnement dans la classe. Ce sont des choses très simples. D'abord, vous savez, si on éteint bien la lumière tous les jours, si on fait des petits actes du quotidien en matière de tri des déchets, en matière de gestion responsable du papier, en matière de limitation des usages du plastique, dans la lignée de l'action de Brune Poisson, d'Emmanuel Wargon et aussi maintenant bien sûr d'Elisabeth Borne, ces actions du quotidien vont évidemment avoir un impact environnemental. Nous ne partons pas de zéro, nous avons déjà des établissements modèles en la matière, simplement nous voulons maintenant que ce soit le cas partout. Ils réfléchiront aussi à l'échelle de la classe, de l'établissement et au-delà, aux projets possibles pour favoriser la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique. J'appelle ainsi de mes voeux l'existence de potagers autant que possible dans l'ensemble des écoles primaires, mais aussi évidemment autant que possible dans les établissements de l'enseignement secondaire. C'est un sujet évidemment à voir avec chaque collectivité locale, mais je sais à quel point elles sont engagées sur ce type d'enjeu. C'est les plantations d'arbres, c'est la revégétisation. Nous allons piloter cette politique, je m'en occuperai personnellement. Nous le ferons aussi sur un mode interministériel, nous le ferons aussi dans une confiance étroite avec les collectivités locales. Nous allons faire évoluer dans un sens encore plus fort le label E3D, qui sera un label intelligible par tous et qui sera plus complet, c'est-à-dire un label qui permet à un établissement de s'assurer que sur tous les volets du développement durable, une politique est menée. C'est donc pas seulement nos programmes scolaires qui évoluent, ceux du lycée ont déjà évolué grâce au Conseil supérieur des programmes, qui ont intégré des enjeux profonds des enseignements qui vont avec cela, y compris d'ailleurs les enjeux de formation des élèves aux métiers qui correspondent au métier de l'environnement, mais aussi le travail qui sera fait à l'école primaire et au collège, puisque j'ai saisi il y a quelques semaines le Conseil supérieur des programmes sur ce point précis. Donc c'est non seulement les programmes qui évoluent, mais plus encore l'engagement de nos élèves, de façon à ce que nous ayons réussi à labelliser un grand nombre d'établissements. Nous fixons à l'horizon 2022 au moins 10 000 écoles et établissements labellisés, mais si possible davantage, mais surtout que les 60 000, grâce aux éco-délégués, grâce à l'ensemble des actions menées, développent ce fameux peuple de colibri auquel nous devons inspirer. L'école de la République, et je terminerai par là, doit permettre aux élèves de relever les défis individuels et collectifs de notre siècle. On en a un bel exemple avec
l'environnement, il y en a d'autres, avec d'autres sujets. La grande question qui nous est posée, c'est comment est-ce que ce monde de plus en plus technologique peut être un monde de plus en plus humain. Ça passe par la réussite de nos élèves, ça passe par leur engagement. Sur le sujet de l'environnement, nous ne voulons pas une génération de pessimistes et déprimés. C'est évidemment un des risques. Nous voulons une génération d'acteurs, de gens qui prennent leur destin en main, et ils l'ont montré magnifiquement le 15 mars et dans les jours et les semaines qui suivent. On a donc là un potentiel d'action, je veux dire un potentiel d'optimisme auquel je tiens beaucoup, parce que c'est ce dont nous avons besoin aussi, c'est l'esprit collectif et l'optimisme. C'est avec cet esprit collectif et cet optimisme que je débute cette rentrée 2019-2020. Merci beaucoup. Le chantier est installé près de Dunkerque, à Gravelines. Le vaisseau portera le nom du célèbre corsaire du pays, le Jean d'Arc. Des charpentiers de marine et de nombreux bénévoles s'attellent à la tâche depuis 2002. On a fait des recherches par rapport au fait que les terreaux sur les épaves de l'eau. Également, on a pu retrouver dans les archives au niveau d'Arsenal de Brest, du musée de Paris, à Paris. Et donc, nos historiens ont fait des recherches sur toutes les méthodes de fabrication. On peut essayer à la forge, tester et imposer. C'est essayer des tout. On va commencer à reprendre sur l'avant et monter la carrière devant. Se protéger par la mer et ensuite Par la longévité de sa construction, le Jean d'Arc sera destiné toute la journée à son difficulté, mais sans jamais prendre la mer. Le marteau, de tout le ragno est cassé. Attention, voilà fils. Ça définira. Je t'aurais prévenu. Et je t'aurais prévenu. Touche pas aux écouteurs. Non, tu laisses mes écouteurs. Tu poses ça. Touche pas à mes écouteurs. Tu touches pas. Tu touches pas. Je sais pas. Ça m'a acheté, hein. Au cinéma. C'est au cinéma qu'il faut aller voir avec papa ce soir. Ça m'a acheté, hein. Dans 6 mois, il sort en DVD. Là, c'est version caméra.
touches pas. Tu poses ça. C'est ça. Tu sors de là, Vincent. Dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, ma. Dehors, Vincent. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Pas mal les pieds. T'as mal aux pieds. Pas mes pieds. Hein. Faut arrêter de marcher, faut rester assis. Faut arrêter de sauter. Ça marche. Faut arrêter de sauter, sinon après t'as mal aux pieds. Faut arrêter de sauter. C'est